par une petite introduction avec le rappel des réglementations autour des couverts. Ensuite, je passerai la parole à Olivier Rapp qui nous parlera de questions à se poser avant d'implanter ces couverts. Philippe Oswald et Justine Eckart nous présenteront les résultats de suivi des divers couverts qu'ils ont réalisés depuis des années. Et à la fin, Jean-François Streller vous présentera les facteurs de réussite d'implantation des cives d'été. Et pendant tout ce webinaire, mes collègues Solène Mira et David Kramer s'occuperont de relayer vos questions écrites auprès de nos intervenants. Donc, pour commencer, je vous ferai un petit rappel sur la réglementation, notamment de la directive nitrate. Donc, en tout ce qui concerne la directive nitrate, toutes les parcelles qui sont concernées par la zone vulnérable, que vous voyez sur la carte à droite en vert clair, donc à peu près toute la plaine d'Alsace et l'Alsace-Bossu. Sur toutes les parcelles qui sont concernées par cette zone, on est obligé d'implanter une culture intermédiaire, piège à nitrate, une culture dérobée ou un couvert végétal après les cultures d'hiver. Il est interdit de les détruire avant le 15 octobre et il faut le maintenir pendant une durée minimale de 2 mois. Si vous avez des colzas sur vos parcelles, il est obligatoire de laisser les repousses des colzas pendant au moins 1 mois sur place. Sur la carte, vous voyez aussi les petites taches hachurées, donc c'est la zone vulnérable renforcée. Et pour toutes les parcelles qui sont concernées par cette zone vulnérable renforcée, les règles restent les mêmes. Donc, on est obligé d'implanter le ciban, une culture dérobée ou un couvert végétal après le couvert d'hiver. Mais il est interdit de les détruire avant le 1er novembre. Donc, les couverts, même s'ils sont obligatoires, il peut être comptabilisé en tant que surface d'intérêt écologique s'il respecte certaines règles, notamment s'ils sont semés entre le 1er juillet et le 20 août, s'ils sont présents sur les champs pendant au minimum 8 semaines sur la parcelle, et s'il contient au moins 2 espèces de la liste d'espèces autorisées que vous voyez juste en dessous. Donc, vous voyez, la liste elle est assez grande, et dans ces cas-là, les couverts peuvent être comptabilisés, un hectare de couverts peut être comptabilisé comme 0,3 hectares de SIE. Et donc, pourquoi en fait je vous parle de la réglementation, pourquoi je fais ce petit rappel? Parce que en fait, le long de ce webinaire, on ne parlera plus de la réglementation telle qu'elle, mais on va parler plutôt des couverts au-delà de la réglementation. Donc, on va plutôt parler des couverts qui nous permettent d'améliorer le taux de matière organique du sol, améliorer la structure du sol ou sa vie biologique et la fertilité, qui nous permettent d'améliorer le stockage de l'eau dans le sol, qui piège ou restitue l'azote, le phosphore ou des autres éléments minéraux. Et pour ceux qui sont concernés par les zones à risque d'écouler de boue, les couverts nous permettent aussi de lutter contre l'érosion du sol et contre possible ruissellement. Donc, ces atouts-là et ces bénéfices-là qu'on pourra tirer des couverts. Et donc, moi, je ne veux pas détailler tout maintenant. Donc, je laisserai la parole à mes collègues qui ensuite vous présenteront tout en détail. Donc là, maintenant, je laisse la parole à Olivier qui nous parlera des questions qu'il faut qu'on se pose avant d'implanter des couverts végétaux. Bonjour à tous, je vais partager mon écran et comme ça, on pourra démarrer. Voilà, est-ce que vous voyez tous mon partage d'écran? Parfait. Du coup, je vais démarrer sans attendre. Donc, moi, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est effectivement comment plutôt choisir les espèces qu'on va mettre dans son couvert, parce que c'est pile poil la période pour se poser ces questions-là. Souvent, on a des questions d'agriculteurs. Qu'est-ce que je mets dans mon couvert? Quelle densité, quelle quantité j'en mets? Donc, je vais essayer de vous donner quelques clés en fait pour pouvoir constituer vos mélanges de couverts. Donc, on va rappeler des généralités et puis voir effectivement quelles sont les questions à se poser pour choisir les bonnes espèces, comment on équilibre son mélange et quand est-ce qu'on va effectivement les semer en été.
Donc, pour moi, avant tout, un couvert, c'est un mélange d'espèces. Pourquoi un mélange? Pour limiter les risques climatiques. Si je sème un couvert avec une seule espèce, si cette espèce-là ne lève pas, j'ai plus de couvert. Si je sème un couvert avec 5 espèces, et s'il y en a une qui ne lève pas, j'en ai toujours encore 4 qui sont présents dans la parcelle. Le deuxième intérêt, c'est de bénéficier de la complémentarité des systèmes racinaires et des systèmes aériens. Alors, certains d'entre vous, je pense, connaissent déjà ce schéma-là. Donc, ça, c'est un schéma d'un couvert monoespèce qui a accès à une certaine quantité de ressources dans le sol. Parallèlement, si je diversifie les espèces de mon couvert, j'ai accès à beaucoup plus de ressources au niveau du sol et j'ai accès à beaucoup plus de ressources aussi, notamment au niveau rayonnement solaire, au niveau de la partie aérienne. Mélanger ces espèces, c'est aussi sécuriser la réussite de son couvert, la production de biomasse. Sur ce tableau-là, en fait, qui est issu de la base de données des couverts de la Chambre d'agriculture que vous retrouvez dans le guide sur l'interculture, vous voyez que dans les grands groupes de couverts, graminées, légumineuses, crucifères, on a une certaine production de biomasse. Quand on mélange tout ça, en fait, on se rend compte que la production de biomasse est légèrement améliorée et qu'on a toujours autant d'azote qui est absorbé par le couvert. Donc, un couvert, c'est un mélange, mais un mélange de quoi? Un mélange d'un petit peu tout, de toutes les grandes familles, en tout cas, des graminées, quelles qu'elles soient, avoine, seigle, moa, sorgho, peu importe, des légumineuses, qui pour moi sont incontournables, des crucifères également, et puis des plantes d'autres familles botaniques, donc le tournesol, nigère, lin, facélie. Et ces 4 gros ensembles permettent de former, pour moi, un couvert que j'appelle agronomique. Donc, ce couvert sera composé minimum de 5-6 espèces, souvent au minimum 2 espèces de chaque. Et en tout cas, les légumineuses sont des plantes pour moi assez incontournables pour l'effet azote qu'on commence à bien connaître ou qu'on connaît déjà depuis quelques temps, mais aussi, par exemple, pour la remobilisation du phosphore du sol et la remise à disposition pour la culture suivante. Donc, comment est-ce qu'on va choisir ces bonnes espèces? Alors déjà, une bonne espèce, c'est quoi? C'est une espèce qui est adaptée à votre situation. Donc, pour trouver les bonnes espèces, il faut trouver les espèces qui sont adaptées à votre contexte. Et pour ça, je vous propose de décrire ce contexte finalement en 4 questions très simples. La première, qui paraît évidente, mais mon couvert, je veux le semer après quelle culture? Et quelle culture va venir après mon couvert? Donc, est-ce que je suis entre un maïs et un blé? Est-ce que je suis entre un colza et un soja? Donc, quel est le précédent et quelle est la culture suivante? Deuxième question, quel est l'objectif pour mon couvert? Maria a parlé de la réglementation avant. Si on cherche à faire un couvert réglementaire, le choix des espèces va être vite plié. Ça sera très rapide. Nous, on va plutôt se placer dans les situations où on cherche un couvert qui va poursuivre un objectif de fertilité du sol ou voire de récolte. Troisième question, quand et comment je prévois de semer mon couvert? Est-ce que je veux semer mon couvert au mois de juillet? Est-ce que je veux le semer au mois d'août? Est-ce qu'éventuellement je veux le semer avant la récolte de mon blé? Comment est-ce que je veux le semer? Est-ce que je veux le semer à la volée? Est-ce que je veux le semer au semoir? Est-ce que je veux le semer en direct? Donc ça, c'est des choses qui vont un petit peu influencer sur les espèces possibles. Et dernière question, quand et comment je prévois de détruire mon couvert? Donc, vous voyez qu'avant de semer, il faut presque déjà se poser la question de comment je vais le détruire. Est-ce que je veux le détruire à l'automne? Est-ce que je veux le détruire en hiver, au printemps suivant? Est-ce que je veux le broyer? Est-ce que je veux le labourer? Est-ce que je veux le déchaumer? Donc, une fois qu'on a répondu à ces questions, on a déjà un peu plus de visibilité sur les espèces qui vont être adaptées à votre situation. Donc, pour éclairer un petit peu tout ça, je vous propose 3 exemples. Un premier exemple où on se mettra dans une succession de cultures blé-maïs en situation de labour, par exemple, donc un cas plutôt général. Et je vous propose de dérouler les 4 questions là, que je vous ai soumises, d'y apporter des réponses et de voir quelles sont les caractéristiques des espèces qui vont être adaptées à notre situation. Donc, première question, quel est le précédent? Un blé. Culture suivante, un maïs. Qu'est-ce que ça nous dit sur les espèces qu'on va choisir? Comme la culture suivante est un maïs, pour moi, on va privilégier les légumineuses qui sont d'excellents précédents maïs et on va essayer plutôt de limiter la présence des crucifères dans le mélange. Deuxième question, quel est mon objectif pour ce couvert? La fertilité du sol. Ça veut dire qu'on passera obligatoirement par un mélange d'espèces plutôt variées et diversifiées. Troisième question, quand est-ce que je veux semer et comment est-ce que je veux semer? Là, je me mets dans la situation où on prévoit de semer plutôt tôt, fin juillet, de le semer au semoir pour avoir une levée le plus homogène possible.
Qu'est-ce que ça me dit sur les espèces? On va éviter les espèces à floraison plutôt précoce, comme les moutardes. Donc ça, c'est des espèces qu'on va plutôt laisser de côté dans cet exemple-là. Et dernière question, quand est-ce que je prévois de détruire mon couvert? Je prévois de le détruire en novembre et je suis dans une situation où ma parcelle sera labourée. Qu'est-ce que ça me dit? La destruction plutôt tardive au mois de novembre sera favorable aux légumineuses qui ont souvent des croissances un petit peu plus lentes. Et en termes de destruction, le fait de passer par un labour fait que toutes les espèces sont quasiment possibles, même les espèces qui ne seraient pas trop gélives. Voilà, donc maintenant qu'on a défini un peu les grandes caractéristiques des espèces qui sont adaptées à notre situation, c'est à ce moment-là qu'on peut sortir les grands tableaux à rallonge avec plein d'espèces qui sont répertoriées et décrites. Là, je vous ai mis une copie des tableaux que vous pouvez trouver dans le guide interculture de la Chambre d'agriculture. Et en tout cas, maintenant, on saura à peu près sur quelle colonne il faut se pencher pour trouver les espèces qui sont les mieux adaptées. Donc, toujours sur mon exemple, là, en termes de graminées, moi, je proposerais de mettre de l'avoine brésilienne, du sorgho fourragé, donc 2 graminées relativement différentes quand même. En termes de légumineuses, on a dit qu'on voulait les favoriser dans notre mélange. Donc, 3 espèces de légumineuses, de l'avesse, du fenugrec, de la lentille. Fenugrec et lentilles qui sont des espèces qu'on utilise souvent aussi dans les colzas associés, donc plutôt adaptées à des semis en été. Pour les crucifères, on a dit qu'on ne voulait pas trop en mettre dans notre mélange. On ne voulait pas mettre de moutarde parce que ça fleurit trop tôt, donc plutôt un radis fourragé qui sera un petit peu plus tardif à floraison. Et dans les autres familles, du tournesol, du niger, de la facélie. Et vous voyez que là, on arrive déjà sans forcer à 9 espèces dans notre couvert végétal. Donc, on a déterminé les espèces qui sont adaptées à notre situation. Maintenant, quelle quantité il faut utiliser de chacune de ces espèces. Donc là, le calcul est assez simple. C'est prendre la dose de l'espèce en pur et la diviser par le nombre d'espèces dans le mélange. Par exemple, l'avoine brésilienne que j'ai prévue dans mon mélange, en pur, ça se sèmerait autour de 35 kg à l'hectare. Donc, divisé par 9, dans mon mélange, ça fera 3,9-4 kg d'avoine brésilienne à mettre dans mon mélange. Donc ça, c'est une première façon d'y arriver. Et on fait ça pour toutes les espèces, évidemment, qu'on a dans notre mélange. Avec un autre indicateur qui, pour moi, est très important aussi, au niveau de la densité de semis. Pour moi, il faut viser 200 grammes au mètre carré pour être à peu près, pour s'assurer que le couvert couvre rapidement le sol et qu'il ait au moins une chance de concurrencer les adventices qui pourraient se développer en été. On va avoir beaucoup de mal à vouloir concurrencer des mauvaises herbes qui se développent en été sur un chaume de blé en ayant semé 50 ou 60 grains de couvert au mètre carré. Ça ne sera pas suffisamment dense pour concurrencer les mauvaises herbes. Donc, ayez en tête ce chiffre de 200 grains par mètre carré pour constituer votre mélange. Alors, pour savoir quelle quantité il faut mettre de chaque espèce et arriver à ces 200 grains par mètre carré, on peut prendre un papier et un crayon et faire les calculs. Ou alors, il y a un groupe d'agriculteurs qui sont constitués en GI2E, donc le GI2E Magellan, qui sont des agriculteurs de la Nièvre, qui ont développé un tableur Excel qui permet de faire tout ça. Alors, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, vous avez ici toutes les espèces. En fait, on peut lui saisir toutes les espèces qu'on a choisies pour notre mélange. Le petit outil vous dit tout de suite quelle est la dose unitaire. Il vous fait le calcul de savoir quelle sera la quantité de votre espèce à mettre dans le couvert et il vous permet d'ajuster la dose en fonction de vos critères. Donc là, par exemple, si je prends les 3 légumineuses, vestes, fenugrec et lentilles, l'outil me dit il faudrait en mettre un peu plus de 5 kg dans le mélange, pas tout à fait 3 kg de fenugrec. Moi, comme je veux favoriser les légumineuses, au lieu de mettre 5 kg de veste, je vais plutôt aller à 10 kg. Au lieu de mettre presque 3 kg de fenugrec, je vais plutôt aller à 5 kg. Donc, vous voyez que dans la répartition, les légumineuses sont plutôt dominantes. Et cet outil vous propose, alors j'espère que vous le voyez parce que moi, il est caché sur mon écran. L'outil vous permet d'avoir également le nombre de pieds en fait, qui est directement calculé. Donc là, on est sur un couvert qui serait aux alentours de 215 grains au mètre carré semé. Voilà, donc on a défini nos espèces, on a défini la quantité de chaque espèce dans le mélange et on a bien vérifié qu'on était au-dessus de 200 grains par mètre carré pour ce mélange-là. Donc voilà un mélange qui pourrait être utilisé entre un blé et un maïs en situation de labour.
Deuxième exemple, je reste toujours entre un blé et un maïs, mais cette fois-ci, je me projette sur une parcelle qui serait conduite en TCS. Mes 4 questions sont toujours les mêmes. La seule réponse qui change, c'est sur le mode de destruction. On sera plus sur un labour, on sera sur un déchômeur. Et au niveau des caractéristiques des espèces, ce qui va le plus changer, c'est que là, pour le coup, comme on est en TCS, sans enfouissement, on va vraiment se concentrer sur des espèces plutôt gélives, les plus gélives possibles, pour éviter les repousses du couvert au printemps suivant. Donc, en termes d'espèces, qu'est-ce que ça va donner? L'avoine brésilienne, qu'on dit avoine gélive, mais pas trop. Donc, celle-là, je vais plutôt la laisser de côté et je vais plutôt miser sur des graminées qui sont clairement estivales et gélives. Donc, je vais remplacer en fait l'avoine brésilienne par du mois. Les légumineuses, je vais garder les mêmes. La vesse est certes pas très gélive, mais entre le déchômage à l'automne et les reprises au printemps avant le maïs, c'est pas celle-là qui devrait, c'est pas cette plante-là qui va nous embêter. Le radis fourragé, je vais le laisser de côté, plutôt le remplacer par du radis chinois, radis structurator, qui est quand même moins apte à repartir au printemps. Il est beaucoup moins vigoureux au printemps si jamais il a passé l'hiver. Et pour les autres familles, je garde tournesol, nigère et facélie. Et en fait, j'ai toujours un mélange à 9 espèces. Je le repasse à ma petite moulinette de mon fichier Excel. Donc, j'ai modifié les différents couverts. J'ai ajusté les doses. On est toujours sur des légumineuses qui sont prépondérantes et on est sur un potentiel de 230 grains au mètre carré semé. Donc là, de nouveau, on a un mélange qui est équilibré et qui serait adapté à une situation couvert entre un blé et un maïs en TCS. Troisième exemple, là, pour le coup, je vais me placer entre un blé et un soja et je vais rester en TCS. Donc, qu'est-ce que ça va changer? La culture suivante étant un soja, on va limiter les légumineuses dans notre mélange et on va plutôt privilégier les espèces pièges à nitrate et les monocotylédones, les graminées. On va rester sur des espèces gélives. Donc, en termes d'espèces, qu'est-ce que ça va changer? Mon avoine rude, je la laisse toujours de côté. Donc, j'ai toujours sorgho-moa. Et là, pour le coup, je rajoute de l'Alpis des Canaries, donc qui est une céréale d'été qui ressemble un petit peu à de l'orge, plutôt gélive et qui mérite d'être testée dans les couverts. Les légumineuses, on veut les limiter. J'en garde un petit peu avec le fenugrec et la lentille, mais j'enlève la vesse. Les crucifères, ça pourrait se discuter, mais je préfère laisser de côté le radis chinois pour des histoires de repousse et surtout pour souvent il fait une grosse racine et donc il peut laisser des creux un peu dans le sol. Et au niveau des autres familles, je garde le tournesol, le Niger, la facélie et je rajoute du lin qui permet de boucher un petit peu les trous dans le couvert. Je repasse tout ça à la moulinette de mon calculateur Excel. Donc là, vous voyez que les graminées, on les a un petit peu favorisées. Les légumineuses sont un peu moins présentes et on arrive à un peu plus de 260 grains au mètre carré sur cet exemple-là. Voilà, donc arrivé ici, on a choisi nos espèces. Le mélange est prêt, je dirais, sur le papier. Pour moi, il reste deux choses importantes à faire. La première, c'est vérifier le PMG des semences que vous utilisez. Ça m'a joué quelques tours les années précédentes parce que je ne l'avais pas fait. Donc, je vous invite vraiment à le faire. Pourquoi est-ce que c'est important de vérifier le PMG? Si je prends l'exemple d'un mois que je veux incorporer dans mon mélange à hauteur de 2 kg hectare, son PMG de base standard est à peu près de 2,5 grammes, ce qui me fait 80 grammes par mètre carré. Si les semences que j'utilise ont un PMG de 4 grammes, j'ai déjà plus que 50 grains par mètre carré. Donc, entre les deux, juste parce que le PMG a changé, j'ai déjà perdu 30 grains par mètre carré potentiel dans mon couvert. Vous voyez que très rapidement, en fait, on risque de ne plus arriver à notre objectif de 200 grains par mètre carré. Donc, essayez de vérifier le PMG sur les semences que vous utilisez. Deuxième chose, c'est surtout valable pour les semences de ferme ou pour les semences qu'on a encore au fond du sac depuis quelques années, de faire un test de germination. Sur des semences un petit peu anciennes ou des semences de ferme, si on se rend compte qu'on n'a que 60 ou 70% de taux de germination, peut-être qu'on peut augmenter un petit peu la quantité de cette espèce-là dans le mélange pour pallier le déficit de qualité germinative. Et donc, dernier point, donc là, notre mélange, il est prêt. On a mélangé toutes les semences. Donc, quand semer,
Donc, si on décide de semer en direct et qu'on veut bénéficier de l'humidité résiduelle du sol après la moisson, c'est impérativement dans les 24-48 heures après la moisson. Passer un délai de 2 jours, cette petite humidité résiduelle qui peut servir à faire germer les couverts, c'est complètement évaporé du sol. Donc, dans la plupart des cas, en fait, on va se retrouver dans la deuxième possibilité, c'est-à-dire qu'on va observer la météo, on va regarder ce qui est annoncé dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. On va attendre, si on est en conditions sèches, évidemment, on va attendre des pluies significatives. Alors, une pluie significative, pour moi, c'est minimum 10, mais même plutôt 15 millimètres pour pouvoir humidifier suffisamment le sol. Et les dernières années nous ont appris aussi qu'il faut avoir un œil sur les températures et éviter les périodes caniculaires. Alors, je m'explique. Je suis le 25 juillet. La météo m'annonce 15 millimètres de pluie dans les 48 heures et des températures à suivre de l'ordre de 25 degrés en température max. Là, pas de souci, je pense qu'on peut aller semer sans problème. Autre cas de figure, la météo annonce 7-8 millimètres pour demain et des températures max à 35 degrés pour les 5 prochains jours. Là, je me poserai vraiment la question de savoir s'il faut prendre le risque d'aller semer. Effectivement, les 7-8 millimètres vont permettre d'humidifier le sol, mais en tout cas, les 35 degrés qui arrivent derrière vont peut-être simplement dessécher et cramer les jeunes plantules qui auraient commencé à germer. Voilà, donc en résumé, un couvert, pour moi, c'est un mélange de 5-6 espèces minimum. On se pose les bonnes questions pour trouver les bonnes espèces à mettre dans son mélange. On vise 200 grains par mètre carré. On fait attention au PMG et à la qualité germinative de la semence. Et on essaye de semer le plus tôt possible pour avoir le plus de temps de pousse et le temps de croissance sur le couvert qu'on aura semé. Voilà, merci beaucoup. Je repasse la parole à Maria pour savoir s'il y a des questions. Merci beaucoup, Olivier, pour ta présentation. Pour l'instant, on n'a pas de questions. Je vous rappelle que vous pouvez mettre les questions dans la petite fenêtre de discussion qui apparaît à votre droite si vous cliquez sur le bouton de discussion qui se trouve au milieu de votre écran. Pour l'instant, on n'a pas de discussion, mais je pense qu'ils vont venir un peu plus tard. Donc, je laisse maintenant la parole à Justine Eckart qui nous présentera les résultats de suivi des couverts diversifiés. Bonjour à tous. Donc, je vais juste partager ma présentation. Voilà, donc nous allons maintenant vous présenter les résultats de suivi de couverts diversifiés en Alsace. Donc, on va commencer par une synthèse rapide des suivis historiques de la Chambre. Ensuite, Philippe Oswald vous présentera un essai de 2017 et une analyse météo issue du projet Life Alister. Et je reprendrai la parole pour finir sur un réseau de parcelles du projet Interreg Cricetus. Donc, depuis 1998, la Chambre d'agriculture d'Alsace compile les résultats de suivi de couverts végétaux dans une base de données. Donc, on a 752 couverts étudiés à ce jour. Donc, on va voir qu'est-ce qui ressort de cette base de données par rapport à la thématique d'aujourd'hui, donc les couverts d'été. Donc, on a dans un premier temps comparé les biomasses aériennes de couverts d'été composés de plusieurs espèces, donc sur la gauche du graphique, et de couverts composés d'une seule espèce à droite. Donc, la moyenne se situe du coup dans le rectangle. Donc, on voit qu'en moyenne, on est à 3,66 tonnes de matière sèche par hectare pour les mélanges d'espèces, contre 2,81 tonnes de matière sèche hectare pour les couverts composés d'une seule espèce. Donc, on a une biomasse plus élevée pour les mélanges. Concernant les dates de semis des couverts d'été, on constate en se basant sur les résultats donc, des 20 dernières années que plus on sème tôt son couvert, donc sur la partie gauche du graphique où on est début juillet, plus on aura de chances qu'ils produisent une biomasse élevée. Donc ça paraît logique puisque les plantes auront accumulé plus de degrés jour.
Donc, je laisse la parole à Philippe pour la suite sur un essai du projet Life Alister. Oui, bonjour. Donc, moi, je vais vous parler d'un essai qu'on a réalisé en 2017 dans le cadre du projet Life Alister, donc avec un essai participatif avec 14 agriculteurs donc, qui participaient à cet essai sur une centaine d'hectares implantés. Donc, le couvert qui a été testé, il y a eu 3 mélanges d'espèces qui ont été définis par les agriculteurs eux-mêmes. Hein. Donc, on a fait une réunion, on a réfléchi qu'est-ce qui serait intéressant de semer. Le cahier des charges, c'était qu'il y ait au moins une graminée, une légumineuse et du tournesol, puisqu'on se situait dans un projet pour la préservation du hamster, dans lequel il y a une obligation pour les agriculteurs d'avoir au moins ces 3 espèces-là, mais il pouvait y avoir beaucoup plus d'espèces. Et ensuite, on voulait tester aussi 2 types d'implantation, notamment les différences qu'il peut y avoir entre un semis direct et un semis classique après des chômages qui se fait le plus couramment en Alsace. Alors, je vais vous présenter rapidement les 3 mélanges et les résultats qu'on a obtenus. Donc, le premier mélange, c'était un mélange à façon donc, qui a été fait par le semencier à la demande des agriculteurs, avec donc du tournesol, de l'avoine, de la vesse, de la facélie, du pois fourragé, du trèfle d'Alexandrie, de la févrole, de la gesse et du radis. L'aspect du couvert en octobre, c'est celui qui se trouve sur la photo sur la gauche. Le couvert avait été semé à 25 kg hectare et son prix de revient était à peu près de 66 € par hectare. Donc, c'était plutôt réussi comme couvert. Le deuxième mélange était beaucoup plus simple. Donc, il y avait 4 espèces qui étaient basées sur un mélange tout fait donc, qui s'appelle Chlorofiltre 31 avec en plus du tournesol d'oisellerie qui avait été rajouté. Ça a été semé à 50 kg de l'hectare et le prix de revient était de 68 € hectare. L'aspect sur la photo était très satisfaisant aussi, puisque les espèces ne se sont pas trop concurrencées et se sont toutes bien développées. Et le troisième mélange, c'était un biomix auquel on a encore une fois rajouté du tournesol, donc avec du tournesol, du lin, de l'avoine rude, du seigle forestier, de la veste, du trèfle d'Alexandrie, trèfle incarlat, facélie, moutarde brune et radis asiatique, semé à 30 kg et donc 65 €, donc un coût similaire et un couvert relativement intéressant aussi avec un peu plus de crucifères. Voilà, si on peut passer la diapo suivante. Les résultats qu'on a obtenus sur cet essai, qui était basé sur pas mal de parcelles, donc c'était que les résultats étaient forcément différents d'un couvert à l'autre, mais on a obtenu des biomasses entre 1 et 2,2 tonnes hectares, avec donc une différence ici entre le semis avant le 25 juillet et le semis après le 25 juillet. Et en gros, un avantage prévisible, mais des mélanges qui ont été semés plus tôt. Et en gros, tous les 3 mélanges se sont plutôt bien comportés. Alors, 2017, c'était une année où il y avait un peu moins de pluie que d'habitude, mais il a quand même plu relativement pendant l'été. Donc, une année, on va dire, normale, quoi. Ensuite, on a observé un peu l'effet de la technique d'implantation, donc entre du semis classique et du semis direct sur la biomasse d'adventices. Et là, ce qui était intéressant, c'était de constater qu'effectivement, en semi-direct, on avait très peu d'adventices quand c'était semé très tôt, alors qu'on en avait beaucoup quand c'était semé tard. En semi classique, donc des chômages et semi normal, donc on n'avait pas de différence en fonction de la date de semis. Alors l'explication, elle est relativement simple, c'est-à-dire que quand on sème très tôt en semi direct, le couvert qu'on sème, il va prendre le dessus facilement par rapport aux adventices, ce qui n'est pas le cas quand on sème tard, puisque les adventices auront commencé à pousser et quoi qu'on fasse, le couvert ne va pas pouvoir les rattraper. La biomasse produite en fonction de la technique de semis, ce qu'on a constaté effectivement, c'est que c'était plus intéressant, on avait plus de biomasse dans les parcelles semées en semi-direct,
et précoce. Donc, un peu la confirmation de ce que vous a dit Olivier, c'est qu'il y a un réel intérêt à semer rapidement et plutôt en semi-direct. Alors, le semi classique, il n'y a pas de différence en fonction de la date de semis. Par contre, effectivement, semi-direct, quand on sème tard, c'est moins performant. Peut-être aussi à cause de ce problème d'adventisme. Voilà. Alors, ensuite, par rapport aux dates de semis, donc les agriculteurs se posaient pas mal de questions en se disant, ben voilà, est-ce qu'il vaut mieux semer à telle ou telle période, en été, il ne va pas pleuvoir, les couverts ne vont pas lever, etc. Donc, on a fait un travail d'analyse des données météorologiques journalières, notamment de pluie et de température, sur 30 ans. L'historique qu'on avait pour la station d'Ensheim, qui est celle qui est la plus proche du secteur où on travaillait, et on s'est posé la question, voilà, décade par décade, donc décade c'est 10 jours, entre le 1er juillet et fin septembre, est-ce qu'il y a historiquement des périodes de l'été où il ne pleut pas, où il pleut moins. Et bon, ce qu'on constate sur l'analyse, c'est que dans les boîtes, là, vous avez chaque fois le maximum en haut, le minimum en bas, et la barre pleine, c'est la moyenne, et la médiane, le point rouge. Et donc, ce qu'on constate, c'est qu'en gros, sur 30 ans, il pleut toujours. Toutes les décades, il pleut un minimum. C'est-à-dire, il n'y a pas voilà, on n'a pas trouvé d'année où il n'a pas plu du tout pendant la première décade d'août, la deuxième décade d'août, etc. Et globalement, la moyenne, elle est assez proche, 20 mm par décade. Donc, ce qui nous fait arriver à la conclusion qu'en gros, il n'y a pas de période idéale pour semer ses couverts. Donc, Justine peut passer la diapo suivante. Voilà, on n'est jamais certain que ça va germer dans les meilleures conditions possibles. Par contre, on ne peut pas prévoir de date idéale puisque globalement, on a les mêmes chances de réussite quelle que soit la date de semis. Par contre, un couvert, tant qu'à semer un couvert, autant qu'il soit le plus développé possible à l'arrivée. Donc, plus la date est tardive, moins il produira de biomasse puisqu'il y aura moins de durée de température et une durée de croissance plus faible. Donc, effectivement, l'idéal, c'est de semer le plus tôt possible à arbitrer donc en fonction des prévisions météo, donc ce que vous avez déjà dit, Olivier, tout à l'heure. De l'état de la parcelle aussi. Dans certains cas, ça peut être intéressant de faire, par exemple, un faux semis s'il y a beaucoup d'adventices et de retarder un peu le semis du couvert. Si la parcelle est propre, on peut semer tout de suite. Et puis, effectivement, les agriculteurs le savent, tout ça, ça s'arbitre aussi en fonction du temps disponible et des autres chantiers de l'exploitation. Mais voilà, si on veut vraiment mettre toutes les chances de son côté, il faut considérer le couvert comme un point important aussi de la gestion des parcelles. Et ouais, arbitrer en fonction des autres chantiers. Voilà, je vais repasser la parole à Justine qui va poursuivre. Donc, on va passer au résultat du suivi de couverts diversifiés. Donc, on a fait un suivi de 19 couverts d'été en zone de protection du hamster dans le cadre d'un projet, le projet Interreg Cricetus, donc un projet transfrontalier avec l'Allemagne, avec la Rhénanie-Palatinat et le Baden-Württemberg. Donc, les couverts suivis sont de type hamster. Donc, Philippe vous a déjà expliqué, c'est des couverts qui contiennent au moins une légumineuse, une graminée et du tournesol. Et donc, on a réalisé un suivi sur le terrain où on a mesuré les biomasses sur ces 19 parcelles. On a estimé les éléments captés et restitués par les couverts. On a évalué la structure du sol au test beige pour voir l'effet des couverts. Et on a compté le nombre de vers de terre. Et on a réalisé sur quelques parcelles un piégeage de carabes. Alors, j'ai passé la diapo, mais ça prend un peu de temps.
Voilà, excusez-moi, ça a bugué. Donc un petit point météo, tout d'abord. Donc vous le savez, le printemps et l'été dernier, étaient très pluvieux. Donc ça a retardé, les travaux agricoles et donc en particulier, ça a aussi causé un retard, des semis des couverts. Donc ils ont été semés en majorité, après le 15 août. Donc ici, vous pouvez voir, une représentation de l'azote absorbé par le couvert en fonction de la biomasse, des 19 couverts, étudiés. Donc les biomasses sont échelonnées de 0,27 tonnes de matière sèche hectare à 6,27 tonnes et la médiane se situait à 2,1 tonnes, de matière sèche hectare. Concernant l'azote, donc on avait jusqu'à 180 unités d'azote absorbées par, certains couverts et la moyenne se situait, aux alentours de 60 unités. Donc voilà, en ce qui concerne les restitutions d'azote et des différents éléments minéraux absorbés par le couvert, ce sera le sujet, d'un prochain webinaire. Donc moi, je vais maintenant vous parler de quelques exemples, de couverts qu'on a suivis. Donc ici, c'est un couvert qui a fait 3,5 tonnes, de matière sèche hectare, qui se compose d'avoine, de vesses, de tournesol et de trèfle d'Alexandrie, qui a été semé assez tôt, pour l'année 2021, donc au 1er août. On a un peuplement de 89 pieds au mètre carré, donc c'est un peuplement moyen, même faible. L'objectif visé lors du semis ici par l'agriculteur, c'était de 140 pieds au mètre carré. Donc vous voyez, si on augmente un peu la dose de semis, on peut, pour viser les 200 pieds au mètre carré, on peut espérer plus de biomasse et surtout avoir une meilleure couverture du sol par le couvert. Donc ici, on a un couvert de plus de 4 tonnes, de matière sèche hectare, qui a été semé, 15 jours plus tard. Il se compose de 10 espèces et on voit sur la photo que, la moutarde, a dominé un peu les autres espèces, mais les autres espèces étaient présentes, sous la moutarde. Donc ici, on a un couvert, le couvert qui a fait le plus de biomasse, donc plus de 6 tonnes de matière sèche hectare, qui a été semé le 6 août. On a ici, du tournesol, de la facélie, de la vesse, du trèfle d'Alexandrie, du kia, de la bourrache, du trèfle de Perse et du trèfle incarnat. On se situe, au niveau du peuplement, comme on est au même niveau que le premier exemple que je vous ai montré. Donc ensuite, on s'est demandé si les couverts, les plus diversifiés produisent le plus de biomasse. Donc effectivement, on a plus d'1,5 tonnes de matière sèche, de différence entre les couverts composés de 2 à 4 espèces, donc la barre, à gauche du graphique et les couverts composés de 8 espèces et plus, sur la droite. Donc ça s'explique, par le fait que, avec un mélange d'espèces, on aura une meilleure capacité, d'adaptation du couvert, aux conditions climatiques de l'année. Donc au niveau des dates de semis, on a des semis, qui se sont échelonnés de fin juillet à début septembre, avec une majorité des semis entre le 15 et le 20 août. Donc on a la même tendance, donc que ce qui a été évoqué précédemment. Pour des biomasses élevées, et donc profiter un maximum, des intérêts d'un couvert, je vous le redis encore une fois, il vaut mieux, semer tôt si c'est possible. Donc on a réalisé un piégeage, de carabes dans le cadre, aussi de ce suivi. Donc le carabe, c'est un coléoptère qui vit dans les champs. Le travail du sol, le perturbe et en fait, il va se réfugier dans les zones, herbeuses, les haies, les bords des champs. C'est un insecte auquel on s'intéresse, pardon, en agriculture, de par son régime alimentaire. Donc les larves sont à 90 carnivores. Elles vont se nourrir de limaces et d'escargots, de larves et de nymphes d'insectes. Donc par exemple, si on prend l'espèce, Peucilus cupreus, la larve de cette espèce mange 125, pucerons par jour. Donc on a fait un piégeage, de carabes et donc pour une parcelle, on avait, pour l'ensemble du piégeage, on avait 90 à 180, carabes par parcelle sur, vraiment une petite surface, sur un coin de la parcelle sur quelques mètres carrés. Donc si on met ça à l'hectare, la méthode de piégeage qu'on a utilisée, ne permet pas d'estimer, précisément la population de carabes, de la parcelle.
mais ce qui est sûr, c'est qu'on a plusieurs dizaines de milliers de carabes à l'hectare. Donc c'est pour ça qu'on s'est demandé, est-ce que les couverts favorisent la présence de carabes? Donc, on a différentes espèces qui ont été capturées. La majorité des espèces sont à 86%, ce sont des espèces prédatrices d'autres insectes, ce qui est intéressant pour l'agriculteur. Et on a pu démontrer que statistiquement, pour les couverts diversifiés, on avait plus d'espèces différentes de carabes que pour des couverts dits standards, c'est-à-dire de moutarde ou de radis. Donc, c'est intéressant parce que plus il y a d'espèces différentes, plus en fait elles vont consommer de ravageurs différents et aussi à des périodes différentes. Donc, pour finir sur cette partie, on a aussi réalisé des analyses de valeur fourragère de quelques-uns de ces couverts suivis. Donc, je vais vous passer tous les indicateurs, mais voilà, globalement, avec le service élevage, on en est venu à la conclusion que les couverts ont une bonne valeur fourragère, que les apports alimentaires sont comparables aux apports énergétiques d'un maïs en silage. Par contre, les couverts vont être plutôt enrubannés, donc leur consommation devrait être rapide et il y a bien sûr possibilité aussi de les pâturer. Donc, j'en ai fini pour cette partie. Je vais passer la parole pardon, à Jean-François qui va vous parler des cives. Merci beaucoup. Donc, on a eu quelques questions sur cette partie, notamment une question pour Philippe sur le graphique des pluviométries, la tendance sur 30 ans. Est-ce que c'est représentatif, cette tendance sur 30 ans, des tendances qu'on a sur les dernières années où on a plutôt des années sèches? Oui, c'est une question effectivement qu'on peut se poser et qui est tout à fait légitime. Alors, quand on a fait l'analyse, on a essayé de regarder si on voyait une évolution, parce que ça nous intéressait aussi de voir est-ce qu'on peut déceler le changement climatique dont tout le monde parle à travers cette série-là sur 30 ans. On n'a pas réussi à démontrer statistiquement qu'il y avait une évolution. Alors, en matière d'agrométéo, 30 ans, c'est quelque part presque la durée minimum pour avoir des données de moyenne, etc. On ne fait jamais de moyenne sur moins que ça. Donc, effectivement, la question du changement climatique qui est en cours, elle se pose. Mais en même temps, pour l'instant, on n'a pas grand-chose à part des hypothèses. Alors, je pense que Jean-François a prévu de vous en parler un peu plus, des différentes hypothèses. Et sans doute qu'à l'avenir, on peut se préparer à peut-être semer des espèces un peu plus résistantes à la sécheresse. Mais en même temps, voilà, on n'arrive pas finement à savoir est-ce que ça va avoir un impact sur telle ou telle décade, de telle… voilà. Mais sans doute qu'effectivement, ce qui est prévu, c'est qu'il fasse plus chaud, qu'il y ait des pointes de chaleur plus fréquentes et qu'il y ait des irrégularités plus importantes dans le régime des précipitations. Ça ne veut pas dire forcément, pour une année donnée, moins de pluie. Ça veut simplement dire qu'il y aura un peu plus d'incertitude. Du coup, là, quelque part, la meilleure stratégie, ça reste quand même d'essayer de semer le plus vite possible un mélange d'espèces avec des espèces diverses qui vont pouvoir répondre dans différentes conditions. Et en même temps, voilà, ne pas abandonner l'idée de semer parce que le fait d'avoir un couvert, ça protège aussi le sol ensuite des très fortes chaleurs, ça va maintenir l'activité biologique. Si vous avez un sol sans aucun couvert et qui fait 40 degrés en plein été, vous détruisez toute la couche, enfin toute la vie biologique sur la couche superficielle, donc c'est pas forcément une bonne stratégie non plus. Donc voilà, en agriculture, il y a plein d'incertitudes. On sait, on a essayé nous de voir ce qu'on pouvait en déduire de l'histoire ancienne. Pour l'avenir, je laisse la parole à Jean-François. Bien, bonjour à tous. Alors, je vais commencer par partager mon écran. Alors, je ne sais pas si vous le voyez.
C'est bon? D'accord, ok. Donc, on va aborder en fait un couvert d'un type particulier qui sont les cives d'été, donc les couverts intermédiaires à valorisation énergétique, et voir quels sont en fait les facteurs de réussite. Donc, on parlera de potentiel biomasse et méthanogène, on parlera du coût de production des cives, des contraintes climatiques, comme l'a évoqué, vient de l'évoquer Philippe, et puis le choix des espèces et l'adaptation de la rotation. Alors, les objectifs, on retrouve en fait ceux des CIPAN, hein, donc tout ce qui est structure du sol, statut organique, piéger l'azote, protéger le sol, limiter le ruissellement et l'érosion. Mais il y a deux objectifs supplémentaires, c'est en fait produire de la biomasse et la biomasse qui soit méthanogène, avec une limite qui est celle des coûts de production, puisque le plus souvent, la cive va être revendue à l'unité de biogaz. Alors, quels sont les avantages et limites des cives d'été? On a une somme de température suffisante pour faire pousser les espèces. Donc, premier avantage. On va récolter à une période moins chargée en travaux que le printemps, avec des conditions de portant souvent acceptables et plus de souplesse quant au stade de récolte. Mais il y a quand même deux choses qu'il faut comprendre, c'est que plus le semis sera précoce, plus on aura des chances de réussite. Ça a été redit par les collègues précédents. Il faut choisir des espèces à cycle court pour récolter tôt. Et puis, les cives estivales vont être bien sûr très dépendantes de l'alimentation hydrique. Alors, quel rendement espérer avec des cives d'été? Je vais prendre deux exemples en sol profond et puis en conditions séchantes. Mon premier exemple en sol profond dans le Sungo, donc trop bas que le bas, semis le 12 juillet, récolté le 24 octobre. Vous voyez, on avait des rendements très, très variables, hein, de 2 à 7 tonnes de matière sèche. On voit que les raies gras, trèfle, le tève gras, c'est une graminée en fait qui vient d'Afrique, donc qui tient très très bien au sec et au chaud. Mais on voit que en fait, c'est pas avec ça qu'on a fait vraiment en fait du rendement biomasse. Dès qu'on mélange des espèces, ça va sorgho, tournesol, moa, niger, on monte d'un cran en termes de rendement biomasse. Et on obtient souvent des rendements supérieurs à 4 ou 5 tonnes de matière sèche, qui est presque un minimum en fait si on veut rentabiliser la cive d'été. Deuxième exemple, en conditions séchantes, donc 2020 sur Urtigheim, semis au 1er juillet, récolté au 16 octobre. Alors, il y avait différentes modalités qui associaient des plantes sorgho, tournesol, moa, niger. L'échelle n'est pas du tout la même. Vous voyez qu'on est souvent entre 1,5, on n'a même pas atteint en fait les 2 tonnes de matière sèche par hectare. Donc, dans des conditions en fait vraiment limites, on se pose la question vraiment de la rentabilité en fait de ces cives. Toutefois, on voit quand même que voilà, associer plusieurs espèces, c'est que ça reste quand même un facteur de résilience. Et puis le maïs donne souvent des bons résultats ou des résultats comparables en fait au mélange d'espèces. Et ça, on le reverra par la suite. Donc des rendements très dépendants des conditions hydriques et qui peuvent aller du simple jusqu'au quintuple. Alors, quel pouvoir méthanogène? En théorie, il y a peu de différence entre les espèces lorsque la mesure est ramenée à l'unité. Alors, regarde dans la littérature, différentes unités, par kilo de matière sèche, de matière organique ou de matière brute. Donc, attention quand vous comparez en fait, les éléments, que ce soit toujours dans les mêmes unités. Intra-espèce des fourchettes de poids méthanogène, ça correspond à des variations donc, liées au stade végétatif ou bien aux conditions de récolte. Alors, s'il n'y a pas de grandes différences entre espèces quand on ramène ça à l'unité, par contre, on peut avoir des très grandes différences quand on ramène le poids méthanogène à l'hectare, qui est in fine le critère le plus intéressant. Donc là, vous avez en fait, ça confirme ce qu'on a dit avant, c'est des rendements souvent équivalents en termes de pouvoir méthanogène entre les espèces, ou quand on mélange des espèces, on est souvent autour de 180, 200, 220 normomètres cubes ou litres mètres cubes par tonne ou par kilo de matière sèche. Alors, un rappel sur les unités. Bon, vous savez que les gaz occupent plus ou moins en fait, de volume selon la température ou la pression atmosphérique. Donc, on a défini une unité standard, un normolitre ou un normomètre cube, qui correspond au volume occupé par le gaz à 20 degrés de température et à 103 millibars de pression. Alors, deuxième point, c'est des cives, mais à quel coût? Et en abordant le chapitre économique, en fait, il convient de se poser la question, quelle place je donne aux cives dans mon système de culture? Est-ce que c'est une culture à part entière ou une culture intermédiaire?
et comment je ventile en fait les charges sur les cultures et comment éventuellement j'affecte les pertes éventuelles sur les cultures alimentaires. Donc, il y a deux façons en fait d'aborder ces charges. Soit ma cible, c'est une culture complète. Et dans ce cas-là, il faut que je prenne le coût complet et que je ventile en fait les charges annuelles sur 3 cultures en 2 ans. Et dans ce cas-là, je ne devrais pas dépasser un objectif de 35 € par tonne de matière brute en coût de production. Deuxième solution, en fait, c'est de considérer ma cive comme elle reste une culture intermédiaire. Et là, je vais prendre un coût de production qu'on va appeler cash, qui sont les frais de mise en terre, les intrants et la récolte. Par la suite, c'est en fait ce coût cash-là que je vais retenir dans mes exemples par commodité. Et dans ce cas-là, on ne devrait pas dépasser, on va dire, une fourchette de 15 à 20 € par tonne de matière brute pour que ma cive d'été reste rentable. Je vais présenter 3 exemples de cives différentes, toutes installées en 2020, donc la même année avec un été plutôt sec. Alors, premier exemple, ce sont en fait des graminées ou des mélanges de graminées légumineuses pour prairies. Donc, vous avez le raigra italien, vous avez un mélange Aloïs, un mélange Gélif, et puis on a croisé les modalités pour voir s'il y avait en fait des différences entre eux. Les conditions météo, elles ont freiné la production de biomasse qui s'étale de 1 à 2,8 tonnes de matière sèche suivant les modalités. Et dans ces conditions, on voit que le coût de production se situe largement au-delà de l'objectif de 15 à 20 € par tonne de matière brute, même si les mélanges d'espèces tirent davantage leur épingle du jeu. Deuxième exemple, en fait, c'est donc exemple dans le Sungo, à Trobac, en fait, du maïs, qui a été semé après orge au 8 juillet ou après blé au 25 juillet. Il a été fertilisé, il a été désherbé et récolté le 21 octobre. Alors, le parcours cultural est détaillé. Comme on est en zone vulnérable, en fait, avec des cibles obligatoires en interculture longue, j'ai utilisé la méthode du budget partiel comparativement au semis d'une cive pour estimer le surcoût qui était lié à la cive. Mais on voit quand même qu'avec une production de 7 à 8 tonnes de matière sèche par hectare, l'objectif en fait, économique est atteint, puisque j'ai un coût de production qui est autour de 14-15 € par tonne de matière brute. Donc, dans ces conditions-là, le maïs était potentiellement une cive, on va dire, intéressante. Troisième exemple, qui va en fait corroborer ce qu'ont dit mes collègues avant, c'est-à-dire semer le plus tôt possible. Donc là, j'ai un même mélange tournesol Moa Niger implanté dans 2 parcelles proches. On est toujours sur le site de Trobac, mais à deux dates différentes, soit au 8 juillet après orge ou le 25 juillet après blé. Et dont été récolté le 22 octobre, donc il y a eu fauche, endénage et puis ensilage. L'essai montre que ce métaux en fait, est essentiel parce qu'avec 2 semaines d'écart dans le semis de la cive, je fais varier mon coût de production de 1 à 5 si les conditions d'alimentation hydrique viennent à se dégrader. Donc voilà, plus on peut semer tôt, et mieux c'est. Ça confirme tout ce que mes collègues ont dit auparavant. Alors, les aspects climat. Parce qu'il y a eu des questions, Philippe l'a abordé avant. Qu'est-ce qu'on peut espérer en fait à l'avenir avec ce qu'on nous raconte sur le changement climatique et comment se présentent les chances de réussite des cives estivales vues sous cet angle-là? Alors, la diapositive montre une simulation. Donc, ça reste en fait des simulations réalisées à partir d'un outil qui s'appelle Climat 21. Alors, dans cet outil Climat 21, on peut faire rentrer différents modèles, des plus optimistes aux plus pessimistes. Là, on a choisi un modèle intermédiaire qui est le modèle qu'on appelle 4,5 RCP, où on dit que les émissions de gaz à effet de serre se stabilisent à la fin du siècle. Alors, on prend des périodes de 30 ans. Chaque fois, vous voyez en fait des périodes de 30 ans qui ne sont pas jointives. Donc, vous avez en abscisse les périodes, donc un passé proche. Vous avez aujourd'hui, 2021 à 2050, et puis un futur plus éloigné. Et on a pris, en fait, on a construit deux critères, un nombre de jours chauds en juillet-août, donc où on dépasse la barre des 30 degrés, et puis un nombre de jours de levée favorable pour les semis d'été, c'est-à-dire un nombre de jours qui sont suivis d'au moins 10 mm dans les 10 jours suivants pour faire lever le semis.
Alors, les tableaux sont construits tous de la même façon, en fait. Vous avez une valeur minimale, qui est la valeur qui est toujours dépassée. Vous avez le premier décile qui est dépassé 9 années sur 10. Vous avez après la médiane, en fait, qui est dépassée une année sur 2. Le 9e décile qui n'est dépassé qu'une seule année sur 10. Et le maximum, la valeur qui n'est jamais dépassée. Qu'est-ce qu'on voit dans le nombre de jours chauds? Le nombre de jours chauds, en fait, la médiane, en fait, bouge très peu. Ça veut dire qu'un an sur 2, on peut être au-delà de 5 jours ou en dessous de 5 jours. Par contre, vous voyez que quand même, le 9e décile, lui, il augmente de 15 à 23. Ça veut dire que une année sur 10, on pourrait être largement au-delà de 23 jours chauds en été. Donc, on va vers des étés plus chauds. Deuxième critère, le nombre de jours favorables pour faire lever des semis d'été. Donc, pareil, vous avez les minimums maxi, les déciles et puis la médiane. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit que curieusement, en fait, la médiane, elle augmente. Elle passe en fait de 21 à 22 jours à 27 jours. Donc, une année sur 2, on serait au-delà de 27 jours, une année sur 2, on serait en dessous. Par contre, on voit que le minimum, lui, il peut descendre à 0. Ça veut dire qu'on n'exclut pas qu'il y ait des années dans un futur proche où on n'est pratiquement aucun jour en fait favorable en été pour faire lever des semis. Alors ça, voilà, c'est pas forcément rassurant. Et comme dit Philippe, il faudra qu'on se creuse pour trouver des plantes qui soient plus adaptées en fait à des conditions où on aura des températures plus chaudes et pas forcément davantage de pluie. Alors, quelles plantes utiliser? Parmi celles qui ont déjà été en fait décrites, vous avez le tableau qui vous récapitule en fait les principales espèces estivales avec leurs atouts et leurs limites. Alors, toutes sont également valorisables en fourrage, ce qui laisse de la souplesse dans les systèmes polyculture élevage pour éventuellement les récupérer aussi en fourrage si les cives sont suffisantes. Les cives valorisent bien sûr les apports organiques et se contentent souvent d'une fertilisation limitée. Alors, il existe une grande quantité de mélanges sur le marché et puis on peut aussi en fait les composer soi-même avec un outil qui s'appelle Arvalis, couverts végétaux, où on peut rentrer soi-même en fait les espèces qu'on veut mettre en mélange et il vous propose des quantifications par espèce. Donc, pour terminer sur les cives d'été, on a vu une forte dépendance de l'alimentation hydrique sur tout ce qui est levé, les biomasses, mais aussi les cycles. Par exemple, pour du sorgho, si on a vraiment des mauvaises conditions, on ne fera qu'un cycle et pas 2 cycles. Semer le plus tôt possible, on met souvent en fait un critère au 15 juillet. Ce n'est pas toujours possible dans les systèmes de polyculture élevage parce qu'il faut aussi récolter de la paille. Des résultats très variables, hein, on a vu de 0,5 à 8 tonnes de matière sèche par hectare. Des potentiels métagènes fluctuants, suivant le stade de récolte, les conditions de pousse et puis la biomasse. Alors, est-ce qu'on peut irriguer les cives? On peut se poser la question. D'abord, il faut avoir du matériel disponible, parce que c'est une période où on va d'abord irriguer le soja et puis le maïs. Ça a un coût. Il ne faut pas oublier que c'est 2 à 2,8 € du millimètre. Et puis, un essai à Dittwiller qu'on avait fait en 2015 avait montré quand même une efficience assez variable de l'eau sur des cives. Ce qu'il faut bien sûr, c'est choisir et associer des espèces adaptées au climat et à cycle court. Donc, ce sera principalement du mois, tournesol, niger et du sorgho multicoupe. Et puis après, les coûts de production par tonne de matière sèche seront très variables suivant la météo dont vous aurez disposé. Voilà, je vous remercie. Je reste à vos dispositions pour les questions. Merci Jean-François. Je propose peut-être à ceux qui n'ont pas encore fait ça, poser vos dernières questions dans les petites listes, parce que je vois que pour l'instant, on n'a pas forcément beaucoup de questions. Peut-être je vais faire une petite conclusion en attendant que les questions arrivent. Donc, suite à ce que nous ont dit les collègues, pardon. Je pense que pour conclure, je peux dire que ce soit les couverts végétales, que ce soit pour produire la biomasse, améliorer la structure du sol ou apporter différents éléments minéraux ou produire de la biomasse pour les méthaniseurs,
peu importe la raison, un bon couvert végétal réussi, déjà doit être conduit plutôt comme une culture à part, ou presque comme une culture à part. Et un bon couvert végétal, ça devrait être un mélange de plusieurs espèces avec une présence de légumineuses obligatoire pour justement pouvoir profiter de leur qualité, on va dire, magique d'apporter l'azote de l'air. Donc, le bon couvert végétal devrait être semé le plus tôt possible pour profiter de l'humidité de sol et des bonnes conditions météo. Et donc, il devrait être semé aussi dans les bonnes conditions météo et surtout avec beaucoup de soin, donc qui devrait être bien réfléchi. Donc, c'est pour cela, j'espère que notre webinaire d'aujourd'hui vous a apporté les réponses à certaines de vos questions. Pas tous, bien évidemment, puisqu'on n'a pas parlé de tout encore. Mais j'espère que ça vous a quand même appris des choses. Donc, pour les premières réflexions autour des couverts qu'on va implanter assez bientôt maintenant. Je vous rappelle quand même qu'on aura des autres webinaires sur les couverts d'hiver. Donc, le prochain, c'est 15 septembre, également vers 13 h, qui parlera des couverts d'hiver sur la façon de choisir les espèces et comment et pourquoi les implanter. Et ensuite, après l'implantation des couverts, on parlera de façon de les détruire, comment on peut les détruire, quand on peut les détruire et comment les valoriser. Ça ne défile pas. Alors, on me dit que le diapo ne se change pas. Je suis désolée. Et donc, je vous propose de retenir les dates si vous voulez encore vous inscrire. Donc, encore un autre mail pour l'inscription vous sera envoyé plus proche de webinaire, vers le mois de septembre-octobre. Et pour ceux qui sont inscrits au webinaire aujourd'hui et ceux qui ont fait savoir qu'ils voudront continuer à suivre ces webinaires, ils auront également le lien de connexion pour les prochains webinaires. J'espère que sans des petits soucis informatiques. Et je vous remercie également d'être venu. Donc, on vous attend aux prochaines séances. Et puis, on vérifie encore une fois s'il n'y a pas de questions. Je crois que mes collègues m'ont dit qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc, si vous avez quand même des questions qui vous viennent plus tard, n'hésitez pas à contacter un de nous. Vous avez, je pense, tous l'adresse mail. Au moins dans l'invitation, au moins mon adresse mail et mon numéro de téléphone. Donc, n'hésitez pas à me poser vos questions si jamais il vous arrive. Et bon après-midi.